C'est le podcast Perspective de médiation, aujourd'hui avec Joël et Pascal. Bonjour Alors, Pascal. salut Joël. Aujourd'hui, on a Khaldoun Diaedine, avec qui on a eu une discussion très intéressante. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ah, c'était très enrichissant. On aurait pu y passer 2 heures, mais c'est vrai que bon, notre temps était limité et on a pas mal évoqué la dynamique du conflit, comment un négociateur peut intervenir, à quel stade c'est le plus efficace, que peut apporter la négociation dans le cas de conflits armés, dans les guerres, pour établir la paix, comment ça se passe avec des exemples concrets, parce que Khaldoun, il a voilà, Beaucoup participé en d'expérience. tant que consultant, voilà, en back-office sur des négociations de paix. On a parlé de voilà, comment se préparer aux grandes négociations, quels sont les bons ingrédients, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc, vraiment un sujet très intéressant et très vaste. Euh, on vous laisse découvrir. Il faut commenter en bas si vous avez des commentaires, des questions, des critiques. On est très ouvert à ça. Et puis, si vous voulez savoir ce que c'est la tactique salami, bah, il faut écouter jusqu'à la fin. Jusqu'au bout du bout. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue sur le podcast Perspective de médiation avec Joël et Khaldoun Diaedine aujourd'hui qui va nous parler de négociants. Ça va, Khaldoun? Oui, merci beaucoup, Pascal. Bonjour. 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 On est très content de t'avoir avec nous pour parler de négociation. C'est un domaine de la résolution de conflits aussi, qui est un peu différent, mais très proche finalement de la médiation. Et puis, on voulait voir avec toi tout ce que tu peux nous partager comme expérience, comme idée, comme approche, comme outil, voilà, tu as une certaine expérience, notamment dans le domaine international. Et peut-être on te laisse toi te présenter en quelques mots. Oui, moi, c'est Khaldoun Diaidine, comme tu viens de le dire. Je suis mi-syrien, mi-suisse, comme origine. J'habite en Suisse depuis 1980, ça fait à peu près 45 ans. De formation, je suis ingénieur et puis j'ai fait d'autres études en cours dans le domaine du management et des finances. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le développement software et hardware, ce qui m'a donné une approche et une compréhension ou un premier goût des négociations à l'interne des compagnies ou des projets, par exemple, pour pouvoir décrocher, que soit de financement pour des projets ou bien des temps libres de laboratoire ou des choses comme ça, ou des collaborateurs et ainsi de suite. Puis plus tard, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années plutôt, dans le domaine économique, management. J'ai négocié pas mal de projets, de contrats. J'ai dirigé aussi des compagnies avec plusieurs centaines de personnes dans différentes cultures, différents contextes, ce qui naturellement oblige à avoir une approche qui n'est pas toujours la même. Ça veut dire qu'on doit être flexible, on doit s'adapter, on doit comprendre la culture d'un pays, d'un groupe de gens, d'un type de business, parce que d'un type à un autre type de business, il y a une autre culture qui prévoit. Et puis plus tard, ça fait maintenant depuis 2009 que je suis euh, en plein temps avec la haute école spécialisée de Zurich, où j'enseigne le business international, les négociations internationales et la guerre, l'économie et le business. Oh, Dans ce cadre-là, il y a pas mal à faire avec les conflits, pas mal à faire avec l'intermédiation et naturellement la négociation comme un instrument, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations internationales. Je pense que la négociation, c'est quelque chose qui est avec nous toujours, même dans notre vie privée, à chaque moment. hmm. C'est de là que mon intérêt s'est accru avec le temps pour ça. Euh,
À côté de ça, j'avais pas mal à discuter ou à, disons, à contribuer à euh, des plateformes internationales de négociation comme la réduction des armes nucléaires qui a été gérée par l'ONU, aussi que pour les négociations sur la crise syrienne il y a une douzaine d'années, aussi à Genève, sous l'auspice de l'ONU. Euh, Quelques négociations concernant aussi, disons, des événements internationaux dans le domaine sportif. Voilà, ça c'est un peu un profil restreint. Très riche et très vaste aussi, très intéressant. Khaldoun, si on revient un petit peu au fil conducteur qui vous a amené justement à la négociation, c'est que vous l'avez fait en tant qu'ingénieur dans des grandes entreprises internationales et aussi aujourd'hui en tant que formateur. Est-ce que la négociation est différente quand on est dans le business ou dans la géopolitique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Bon, je pense que la première chose dans une négociation, c'est de comprendre le contexte. Il n'y a pas une négociation qui est dans l'air. Il n'y a pas une négociation qui est un électron libre qui est en train de tourner quelque part. Une négociation, elle est toujours liée à quelque chose, à un contexte, et ce contexte peut être business, peut être privé, peut être relations internationales, peut être dans le cadre d'un conflit, dans un cas de... Ce n'est pas toujours qu'on a... Il y a un conflit quand on négocie avec quelqu'un, on n'a pas toujours un conflit. Alors, ça peut être une négociation d'achat de vente. Alors là, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Alors, le contexte, c'est toujours important de comprendre le contexte pour pouvoir, disons, évaluer l'approche qu'on a dans une négociation ou bien analyser une négociation rétrospectivement. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours souligner quel est le contexte dans lequel on bouge dans une négociation. Et à partir de là, naturellement, il y a des différences si on est dans un contexte business ou on est dans un contexte de relations internationales. Dans le contexte de business, premièrement, le nombre disons, si vous voulez, des intéressés ou comme on l'appelle, les stakeholders est beaucoup plus restreint. Parce que Mhm. c'est une relation, par exemple, entre deux compagnies ou Mm. dans une entreprise, entre deux projets chef de projet. Alors, c'est toujours limité, c'est une vingtaine de personnes, une dizaine de personnes, trentaine de personnes, ou bien une compagnie avec une autre compagnie. Ben, normalement, les compagnies, ce pas des compagnies où il y a 1 million de personnes dedans. Alors, c'est clair que c'est beaucoup plus limité. Les gens qui sont intéressés, qui sont touchés, qui sont impliqués dedans, est beaucoup plus limité que si on prend une négociation qui est une négociation internationale. Dans une négociation de conflit international ou bien de relations internationales, il y a par exemple des pays, un pays ou deux pays ou trois pays ou un groupe de pays qui sont impliqués dedans. Quand vous prenez des négociations comme par exemple pour la réduction des gaz à effet de serre, ben, vous avez parfois, par exemple, dans le COP de Copenhague, il y avait 3660 délégations et chacune qui représente des pays ou des organisations. Alors, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Vous voyez, alors à partir de ça, on a toute une complexité disons, à partir de la grandeur de la négociation, on a une complexité qui est beaucoup différente. Une autre chose à laquelle il faut payer aussi attention quand on fait la différence entre dans un domaine business et un domaine de relations publiques, c'est la nature du conflit qui existe. Dans une compagnie, à l'intérieur d'une compagnie ou entre les compagnies, normalement, toujours, on a toujours la tendance d'avoir des compromis parce qu'il y a toujours des intérêts communs visibles de court terme dont on a besoin disons, de servir. Par contre, dans des relations internationales, automatiquement, les intérêts peuvent diverger très facilement. Ce qui Bon, il y fait aurait, pardon, Khaldoun, l'intérêt partagé dans l'international, ça serait
de maintenir la paix, en principe. Si on veut dire peut-être sur le fond, on est en désaccord sur beaucoup de choses, mais finalement, le conflit ouvert, l'escalade, voire un conflit armé, finalement, c'est, en tout cas pour quelqu'un qui pense Ben, normalement, il va bon, dire que ça, on peut toujours discuter de ça parce que il y a de nouveau, je ne veux pas rentrer trop dans ça parce que il y a des nuances là. On peut toujours utiliser, disons, même si la grande vision c'est la paix, mais on peut toujours utiliser la guerre en tant que moyen pour débloquer une situation ou pour avoir certains privilèges dans une situation de négociation qu'on vise pour avoir une certaine paix. Alors, la guerre, ça peut être une phase intermédiaire pour atteindre quelque chose. Et ça, est-ce qu'on peut toujours le contrôler? On sait pas. C'est pour ça que je pense que là, il y a quand même une tendance en général que dans les conflits internationaux ou dans les négociations de relations internationales, il y a toujours, ce n'est pas aussi clair que dans le business. Mhm. Mais aussi dans le business, il peut y avoir des conflits, hein. On ne peut pas toujours dire c'est à 100%, mais je veux dire en termes de tendance. Et puis, n'oublie pas aussi, Pascal, que dans les relations internationales, il y a beaucoup de fois où on est dans des négociations idéologiques mm, qui sortent du contexte de l'intérêt matériel, parce que dans l'idéologie, on sort du cadre purement matériel. Il y a l'ego qui rentre, il y a des aspects culturels, il y a des aspects historiques, c'est des choses qui sont intangibles. Par contre, dans une compagnie, dans des négociations dans le domaine business, on a plutôt le tangible, plutôt, je mhm, dis de mhm. nouveau, en termes de quantité, si on prend ça Ouais, ça, aussi. moi, je me pose parfois la question sur cette idée de l'idéologie. Et je me pose vraiment la question s'il y a vraiment l'idéologie qui prenne le dessus ou si c'est pas toujours matériel. Tu vois, si on pense à des guerres, un empire ou un pays qui veut s'élargir par soi-disant idéologie, mais finalement, par derrière, il y a l'espace, il y a les terrains, il y a l'argent, il y a le business. Euh, Oui, alors, mais c'est argumenté par l'idéologie, tu utilises ça comme justification, mais est-ce que vraiment il y a ça par derrière, par profonde conviction, ou euh, c'est juste un argument? je te donne un exemple qui part peut-être dans une autre direction, le conflit des frontières entre la Chine et l'Inde. Mhm, Quand on regarde naturellement, il y a l'aspect pécuniaire, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect de hégémonie, mais il y a aussi un aspect purement, si tu veux, culturel, idéologique. La Chine ne considère pas l'Inde comme un pays. Mhm. C'est un ramassis de cultures. Les Indiens considèrent les Chinois comme sur un trajet d'expansion, d'annexe avec une tactique qu'ils appellent la tactique salami. Et ils donnent des exemples. Chacun a ses arguments, naturellement. Moi, je ne suis pas en train d'évaluer les arguments qu'ils ont. Et ça se superpose sur sur des intérêts naturellement euh, économiques sans que ça soit utilisé à partir de l'économie. Ça vient en parallèle avec les arguments économiques. C'est un exemple très clair sur une négociation ou bien une situation où l'idéologie joue un très grand rôle. Et naturellement, on est toujours dans des vases communicants. On ne peut pas dire que c'est purement économique seulement, ou bien c'est purement, Oui, disons, tout se mêle, idéologique. tout se mélange, tout se mêle, tout est important en fait. Automatiquement, En compte. quand on fait la guerre, ben, tous le type de bois qu'on a pour faire le feu, hein, Mm. on va pas choisir et dire non, ça je prends pas, ça je prends. Quand on est dans une guerre, on est dans une guerre, on mobilise pour arriver à une certaine puissance. Et la guerre, une négociation est un type de guerre dans ce cas, dans ce contexte-là. Ben, on va prendre tous les éléments qui créent ou qui augmentent
ou qui mobilise la puissance pour pouvoir être, disons, au niveau de l'événement qui se passe. Mais ça, c'est vrai dans le domaine physique comme c'est dans le domaine Ouais. de négociation. Quand on négocie, on essaie aussi de monter en puissance, Mhm. ce qui a des coûts. Et c'est pour ça qu'on doit mobiliser tout ce qu'on a pour, disons, arriver à la puissance de négociation, comme dans le cas aussi physique, dans une guerre physique militaire. Justement, pour revenir à l'aspect technique de la négociation, quels sont les bons ingrédients à avoir? Quelle est la bonne préparation? Un bon négociateur, est-ce qu'il peut négocier tout type de conflit? Ou est-ce que ça dépend vraiment de, comme vous dites, du contexte, de l'aspect interculturel? Il faut prendre en compte aussi tous ces aspects-là où un bon négociateur peut tout faire et comment, en fait? Quels sont les bons ingrédients à avoir? Bon, un bon négociateur, premièrement, c'est un négociateur qui sait où sont ses limites. Mhm. Parce que je pense que ça, Oui. c'est la première chose. Alors, à savoir où est les limites qu'on a. Et la deuxième chose, c'est la compréhension du contexte. De nouveau, il faut se mettre dans le contexte et avoir une maîtrise du contexte dans lequel on Mhm. va évoluer. Ce contexte, il peut être large, il peut être restreint, il peut être, etc. Ça dépend. On est en train de négocier quoi. Mhm. Automatiquement, puisqu'on parle de ça, ça veut dire qu'il y a une préparation. Et c'est la première phase de négociation. Préparer une négociation, c'est la chose, le premier pas, le plus important, parce qu'on prépare même la finalité de la négociation dans la préparation. Alors, ça commence déjà des premières secondes de la phase de négociation. Et une préparation de la négociation, c'est quelque chose euh, qui prend énormément de temps et d'énergie. Ça veut dire que ça a un coût. Un Mhm. bon négociateur est quelqu'un qui va pouvoir évaluer combien je vais investir dans la préparation en termes de temps, en termes Mhm. d'information, en termes de préparation physique, information, Matériel. Mhm. euh, euh, même des trainings de communication, etc., ainsi de suite. Combien je dois préparer pour avoir un tel résultat? Ça veut dire il faut que le négociateur a la maîtrise d'une certaine vision. Ça veut dire la vision à la fin, qu'est-ce qu'on va arriver à quoi? Alors, si je sais que je vais arriver à ça, et maintenant je le traduis un peu en termes financiers, si je veux arriver à un résultat de 1000 euros, je ne vais pas investir 10 000 euros dans la préparation. Ça n'a pas de sens. Alors, je dois avoir la vision du résultat que j'ai, quelle est la grandeur, quel est le bénéfice, quelle est l'importance, quelle est la portée. Et à partir de ça, je commence à rétrogradement à avoir, disons, qu'est-ce que je vais investir dans ma préparation pour la négociation. Alors, ce qui veut dire que pour le négociateur, pour revenir à ta question, Joël, il doit y avoir une vision, il doit pouvoir avoir une vision, ou bien il doit pouvoir chercher des informations si lui n'est pas disons, le propriétaire de la négociation, s'il négocie au nom de quelqu'un, parce que Oui, oui. lui est un agent, n'est pas le principal, ben dans ce cas-là, il doit chercher, il doit pas vous pouvoir chercher à comprendre la vision du propriétaire de la négociation. Qu'est-ce qu'il veut actuellement? Est-ce qu'il veut vraiment ça ou ça ou ça? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont les retombées, les revenus, et ainsi Mhm. de suite, que ce soit maintenant tangible ou intangible. Je pense que ça, c'est quelque chose, une des caractéristiques importantes d'un négociateur. Et à partir de ça, il va pouvoir construire son monde à lui avec lequel. L'autre point qui est essentiel aussi pour un bon négociateur, c'est de pouvoir se mettre dans les souliers de l'autre, Mhm. surtout quand il y a un conflit. De Et, l'autre, tu veux dire de l'autre partie, hein. l'autre partie, Ouais. oui. Mm. Bon, ça peut être aussi plusieurs parties, hein. Ouais. Naturellement, il doit y avoir la possibilité de changer de perspective, de Ok. dire, OK, moi j'ai cette perspective, ça veut dire c'est ça
compréhension des choses. Maintenant, si je dis que ça c'est blanc, est-ce que l'autre va le comprendre de la même manière blanc ou il va le voir nuancé? Et je dois pouvoir avoir cette capacité de me mettre dans la place de l'autre. Quel est, si je dis c'est blanc, qu'est-ce qu'il va comprendre l'autre? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Comment éventuellement il va réagir? Quelles sont les retombées, les conséquences pour lui s'il va dire oui, c'est blanc? Si Mhm. j'arrive à me mettre dans cette situation-là, on va réduire le temps pour trouver des solutions intermédiaires, surtout dans le cas d'un conflit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel d'avoir cette compréhension et cette capacité intellectuelle et aussi cette volonté, parce que c'est une volonté personnelle, on joue avec l'ego. Quand on dit je veux me mettre dans les souliers de l'autre, je veux me mettre dans la position de l'autre et avoir comprendre l'autre perspective. Voilà, on est très proche de la médiation, où le changement Oui. de perspective est essentiel. Et Exactement. ça va peut-être plus loin, je ne sais pas si tu peux développer là-dessus, c'est d'avoir la même compréhension de l'autre ou bien de voir la situation avec les yeux de l'autre. Et puis j'ai aussi vu dans la méthode Harvard, ça va plus loin que ça. Ça veut dire, tu dis, pour gagner une négociation, tu dois aider l'autre à la gagner aussi. Ça, il faut gagner ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il Maintenant, n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Au contraire, il Ouais. y a des solutions mutuellement satisfaisantes, comme on peut dire en médiation. oui, moi, Ce qui est de la pour être crème, si on franc, arrive à ça. Hein. pour être franc, moi, je n'aime pas cette histoire qu'il n'y a personne qui est gagnant. Ah, Moi, je veux dire qu'on est tout gagnant. mhm. On ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui est gagnant ou perdant. Non, on est tout gagnant. Ou bien Mais ça ne c'est joue pas. Plutôt. mais c'est ce qu'on dit, justement, C'est gagner plutôt ensemble. ça. Ouais. Parce que aussi, on Ouais. peut tout perdre ensemble et on est aussi égaux. Hein. Mm, Ah ouais. Mais quand j'entre dans une négociation, je ne veux pas être perdant, même si l'autre perd aussi. Ce n'est mhm, pas l'histoire qui perd plus, c'est Mhm. l'histoire on va gagner tous ensemble ou non. Mhm. Et je pense que ça, c'est la première chose, ce mindset, se positionner de cette manière-là intellectuellement, ça aide, disons, à ouvrir les perspectives. L'autre chose qui est un peu ouvre un dilemme pour les négociateurs, c'est un négociateur, il doit pouvoir s'affermir, il doit pouvoir euh, amener son point de vue, il doit pouvoir argumenter, il doit pouvoir prendre une décision, il doit pouvoir. Ça veut dire qu'on a un profil de quelqu'un qui n'est pas facile, hein, en principe. Sans ça, il ne va pas pouvoir faire le poids. Faut Mais pas en avoir même peur temps, du quand conflit, il faut pas avoir peur des frictions, c'est ça. Ouais. oui, bon, il doit être disons, assez puissant lui-même, assez sûr de soi-même pour pouvoir négocier. mm. Mais ça contredit avec l'idée de me mettre dans la place de l'autre et me comprendre à moi hein, de l'autre perspective. C'est assez Parce que là, complexe. pardon, C'est très complexe, je dis, c'est là. complexe et c'est aussi, je dois être humble hein, Mm. pour prendre la position de l'autre et me critiquer à moi de l'autre côté. C'est un peu très difficile, c'est contradictoire. Euh, pardon. Santé. À tes souhaits. Merci. Euh, c'est contradictoire parce que d'un côté, je dois être assez puissant, assez fort, avec un caractère bien, mais de l'autre, je dois me rendre humble pour accepter que mon idée de l'autre perspective, elle n'est pas bonne. Hein, ce n'est pas facile. Et maintenant, je viens à ce que toi, tu venais de dire, Pascal, concernant comment je peux aider l'autre partie à gagner aussi. Mhm. Euh, on utilise ça normalement dans les négociations complexes. Dans les négociations complexes, je te donne l'exemple, par exemple, des négociations sur la réunification de l'Allemagne dans les années, au début des années 90. Ça a été une négociation entre James Baker et Shevardnadze. Alors, Shevardnadze était le ministre des Affaires étrangères soviétique dans le temps-là, et M. James Baker était le
secrétaire d'État des États-Unis. Et là, ils étaient la discussion. La discussion, les deux hommes étaient, c'est-à-dire la proposition de James Baker pour la réunification de l'Allemagne a été acceptée par Shevardnadze. Mais Shevardnadze lui a dit, moi, j'ai un grand problème. Le jour où je vais rentrer à Moscou pour dire, ben, j'aurai le Politburo du Parti communiste qui est contre, j'aurai l'armée rouge qui est contre, et j'aurai le KGB qui est contre. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, ils vont me critiquer. Bon, il a développé les critiques. Et c'est là que M. James Baker est venu avec la proposition de 9 points sécuritaires pour l'Union soviétique. Entre parenthèses, c'est un des problèmes qu'aujourd'hui on a dans la guerre de l'Ukraine. Fermer la parenthèse. Et qu'est-ce qu'il a fait? En lui donnant les 9 garanties sécuritaires à Shevardnadze, il a aidé Shevardnadze à vendre l'idée chez les stakeholders derrière Shevardnadze. Alors, c'était le KGB, l'armée rouge et le bureau politique du Parti communiste. C'est là qu'on aide l'autre négociateur à vendre ça veut dire à vendre l'accord qu'on a, à le vendre aux intéressés de l'autre côté. Mm. Et à partir de ça, on crée une coalition qui englobe notre parti, le négociateur de l'autre parti et une partie des gens qui sont derrière l'autre. Et cette coalition, ça crée une puissance et ça amène éventuellement à faire accepter cet accord qui a été Mm. mis sur la table de négociation. C'est un bel exemple. Ça peut aussi être une Ah oui. tactique. Ça Mm. peut être une tactique. Tu dis, écoute, ça, j'arrive pas à vendre, il me faut un peu plus. Tu vois. Ah ouais, mais ça c'est clair. Mais c'est aussi utilisé comme ça, c'est clair. Ouais. C'est aussi utilisé de cette manière. C'est que peut la négociation vraiment aujourd'hui avec des conflits qui se multiplient, qui sont de plus en plus violents. On le voit, hein, il n'y a pas besoin de citer, tout le monde est au courant aujourd'hui des conflits qui sont larvés, qui sont très complexes aussi. Euh, c'est, euh, Est-ce qu'on peut encore y croire justement à toute cette magie et cette collaboration, coalition? Est-ce que ça peut encore donner je sais pas, des accords et... Moi, je suis toujours positif. Disons que les négociations, on ne peut pas avoir aujourd'hui, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, si tu parles du point de vue des conflits internationaux Oui. qui existent, une solution militaire aujourd'hui, elle est trop coûteuse, Mm. sinon impossible. C'est pour ça que moi, je pense que les négociations sont, disons, le remède le plus plausible qu'on a. Le problème que je vois, c'est que la volonté des belligérants dans les différents conflits qu'on a, je ne suis pas spécifique maintenant, Oui, oui, disons, à manipuler la négociation. Ça veut oui. dire utiliser la négociation comme un argument pour gagner des points et pas pour arriver à la solution. Ça veut dire on utilise la négociation en termes d'outils tactiques. Mhm. Et tout en disant que nous, en principe, la négociation, on l'utilise pour avoir un résultat stratégique. Et ici, on est en train de transformer la négociation en un outil tactique. Euh, Naturellement, ça, à la fin, ça fait que on est en train de perdre beaucoup de temps, d'énergie. On est en train de maltraiter la négociation. Et à la fin, les gens vont dire pourquoi on doit négocier puisque la négociation, elle est manipulée, elle Ça est sert à rien. Mm. instrumentalisée. Alors, on perd la crédibilité de la valeur de négociation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est on peut jamais l'interdire parce que c'est dans la nature des choses. Mm. Mais à un certain point, on doit quand même arriver à avoir des négociations, même si c'est de chaque 10 négociations qu'il y ait une négociation qui est une bonne négociation et définir. Et c'est là que je viens à la définir. Moi, j'ai développé un modèle de négociation où je dis que la chose principale, c'est de faire, de donner au début de la négociation, le cadre de la négociation. Ça veut dire comment on voit le résultat de cette négociation.
on doit avoir une vision commune avant qu'on commence à négocier. Parce que ce n'est pas, on ne sait pas la solution, mais on doit avoir la vision commune. Comme tu viens de dire, Pascal, avant, on veut une paix. OK? Maintenant, on est engagé à avoir cette paix ensemble ou non? Maintenant, si on dit oui, c'est bon. Mais il doit y avoir vraiment cette volonté pure, sobre et clairement définie que oui, on veut la paix. S'il n'y a pas cette volonté, on va négocier juste, dans beaucoup de cas, ça va être manipulé, mal utilisé, et ainsi de suite. Est-ce que la négociation, elle peut intervenir aussi à tout stade du conflit? Parce que on le sait bien, il y a différents stades en fait de la dynamique du conflit. Est-ce qu'il y a un certain point où la négociation peut plus rien faire, on ne peut plus négocier? Ou est-ce qu'on peut quand même, même si c'est arrivé à un certain point d'escalade assez important, il y a toujours une possibilité, il y a toujours une fente par laquelle on peut s'engouffrer. Si je schématise un peu un conflit, Mm. il y a trois phases dans un conflit. C'est un peu schématisé, simplifié, parce que c'est plus compliqué que ça. On a premièrement la phase d'escalation, et après on a la phase de conflit ou de guerre, si on veut, Et le c'est clash. destruction, le clash, et après on a la déescalation. Hein, si on fait ça. Alors maintenant, la négociation, en principe, elle est valable dans les trois phases. Dans la phase escalation, on essaie de désamorcer l'escalation. Ouais. Hein, ça veut dire on dit, OK, on voit qu'il y a une escalation qui se prépare, il y a un conflit qui se met en place. Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? Ça, c'est une négociation qui se déroule dans cette phase-là. Une autre négociation qui se déroule dans cette même phase est comment est-ce que je peux me renforcer pour me préparer au clash qui va venir. C'est-à-dire, je vois qu'il y a un clash, je sais que je ne vais pas être à haut niveau éventuellement, ou bien j'aurai besoin de plus de soutien. Ben, je commence à chercher, par exemple, des alliances. Alors, je commence à négocier pour pouvoir avoir des alliances, etc. Si on prend maintenant l'exemple de l'Ukraine, M. Zelensky, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye il a essayé, disons, à partir du moment qu'il est venu au pouvoir après 2014, et on savait très bien qu'il y allait y avoir un conflit avec la Russie. Alors il a essayé de chercher des alliances, il continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant il est dans le clash. Et ça montre que même dans la deuxième phase, qui est la phase de clash, on a ce type de négociation. Mais dans la phase de clash, on a un autre type de négociation qui est adapté à cette phase-là. C'est un niveau de négociation qui est plus bas. Ça veut dire qu'on n'est plus en négociation. Ce n'est pas M. Poutine avec M. Zelensky qui vont négocier tant qu'il y a la guerre, mais il y a plein de négociations de second, troisième niveau qui se passent. Par exemple, vous avez très bien entendu les échanges de prisonniers de guerre entre les deux parties. Ben, ça se passe aussi, c'est des négociations, ça ne se passe pas comme ça. Oui, tu prends les miens, je prends les tiens, et ça va. C'est des négociations qui se mettent en route. Mais c'est un niveau qui peut être au niveau de commandant militaire sur place, ou bien par exemple, c'est ça qui s'est passé dans la région de Donbass. C'est des officiers bon, qui ont le feu vert d'en haut, c'est clair, mais c'est eux qui négocient ensemble. Ben, je te donne 10 soldats, tu me donnes 20 soldats, je te donne 5 blessés, tu me donnes 3 blessés. Ben voilà, ça se déroule comme ça. Oui, il y a une autre avec l'intermédiation qui se passe. Par exemple, l'échange des enfants russes, les enfants ukrainiens qui ont été pris en Russie, ça a été fait par l'Arabie saoudite, par le Qatar, qui ont intervenu. Il y avait aussi les négociations ou l'intermédiation de la Turquie pour l'export de denrées alimentaires d'Ukraine et de la Russie envers des pays tiers pour, disons, la sécurité alimentaire mondiale. Mais ça, de nouveau, ce n'était pas Poutine, ce n'était pas Zelensky, ce n'était pas des gens de ce niveau de la première, disons,
souche de dirigeants, mais plutôt des gens de niveau plus inférieur qui, eux, discutent. Alors, ça veut dire même dans la phase de clash, la seconde phase de conflit qu'on était en train de mentionner, il y a des négociations qui se déroulent. C'est des négociations qui peuvent être aussi, par exemple, les services secrets. Les Mhm. services secrets ne coupent jamais leur lien. Oui, C'est ouais. productif. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment ou qu'ils se respectent. Non, mais ça veut dire on a besoin de ça. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours des négociations qui se déroulaient entre les nazis et les alliés. Et en principe, beaucoup se déroulait ici en Suisse, chez nous. Alors, ça a été connu, par exemple, John Foster Dallas, qui lui, il était l'ambassadeur à Berne, et lui, il avait pas mal de contacts avec des nazis qui venaient de l'Allemagne pour des négociations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils négociaient. On sait certaines choses, on sait beaucoup de choses, on ne sait pas, mais il y avait toujours des canaux qui étaient ouverts. Dans la troisième phase du conflit, on a des négociations qui commencent par comment négocier pour avoir des mesures de renforcement de la confiance. Mhm. C'est-à-dire, euh, 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 on doit reconstruire la confiance et là, il y a des négociations qui se déroulent. Et c'est des négociations qui commencent à un niveau inférieur et après qui augmentent, disons, avec le temps jusqu'au moment plus tard, 3, 4, 5 rounds, et peut-être avec l'aide aussi d'intermédiaires extérieurs, à des négociations directes pour établir une paix, disons, disons, dans le long terme. Durable. Alors ça commence c'est aussi, c'est des négociations qui sont pour la déescalation des conflits. Alors, comme tu vois, on a des négociations de différents types dans les différentes phases de la vie, le cycle de vie d'un conflit. Donc, dans les différents cycles de vie, on voit bien qu'il y a différentes possibilités et Chaque fois, différentes des possibilités. fenêtres de négociation, mais aussi que ça arrive à différentes strates Tout à aussi. fait, Il n'y a pas que au niveau de la désescalade ou de l'escalade ou du non, clash. Il y a aussi en sous-jacent, en fait, beaucoup de négociateurs qui interviennent et qui entrent en jeu pour différents types de négociations. Et pas que tout à la fait, paix, pas tout à que fait. on cherche à avoir la Tout paix. à fait, parce que, et aussi parfois, il faut prendre en considération, surtout dans le cas de conflit, que ce n'est pas toujours des négociations directes. Ça peut être aussi par des intermédiaires, ça passe par des intermédiaires. Parfois, c'est la présence des deux parties et de l'intermédiaire. Par exemple, au Tadjikistan, après la guerre civile qui s'est déroulée là-bas, les deux parties se sont mis d'accord avec l'aide de l'ONU d'avoir des négociations directes, mais directes avec la présence d'un représentant de Ban Ki-moon. Dans ce temps-là, c'était lui le secrétaire général de l'ONU. Il a envoyé disons, une délégation de plusieurs personnes pour, pour établir, pour euh, laisser les négociations continuer et arriver à appliquer une décision du Conseil de sécurité. Et là, la délégation, elle était là-bas pendant 3 ans. Mhm. Ils ont dû faire des magouilles et des choses qui sont incroyables pour pouvoir arriver à laisser ces gens-là euh, discuter ensemble. Par exemple, c'était très intéressant, même la forme de la table où ils devaient se mettre autour a été définie. Ah Et oui, le type de chaise ou de fauteuil qu'ils avaient a dû être défini. Et ça, c'est l'ingéniosité maintenant de l'intermédiaire qui, lui, va comprendre la culture locale. Ça a été l'expérience, j'ai des détails très intéressants là-dessus. Il a dû comprendre les détails de la culture locale pour pouvoir évaluer
qui va prendre quoi, s'asseoir où, dire quoi, quand, etc. mm, Dans les négociations sur la Syrie, il y avait une très grande discussion euh, qui des délégations va rentrer la première dans la salle de négociation. Ah, intéressant. Parce qu'il y avait 400 journalistes qui attendaient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand il y a une délégation qui rentre, il y a tout le monde qui est en train de photographier, de filmer, de machin, et vous avez 80% de chances que, que les news vont amener les premières photos, les mettre dans les news. Ça veut dire la première délégation qui rentre, c'est elle qui va être, disons, sous les projecteurs et qui va prendre tout le crédit de cet événement-là. Alors maintenant, chaque délégation voulait être la première à entrer, ça veut dire la délégation de l'opposition ou la délégation du gouvernement syrien. Chacun voulait entrer le premier parce que comme ça, il aurait la chance d'être dans tous les news, qu'il soit visible. Aujourd'hui, les médias, un des rôles des médias, c'est la visibilité, de donner une certaine visibilité qui peut être instrumentalisée plus tard, que ce soit dans les négociations ou en dehors des négociations. Alors, c'est des détails comme ça qui sont dans la procédure de la négociation. Ça n'a plus rien à voir avec le processus de négociation, ça n'a rien à voir avec la négociation, ça n'a rien à voir avec les arguments, parce que si je m'assois à droite ou à gauche, ben qu'est-ce qui change? Ça ne change rien, disons, du point de vue négociation, ça change du point de vue d'autres choses qui sont annexes à la négociation. mm. Petite Ça- peut-être chose, mais importante. mm. Ouais. On avait vu l'importance de comprendre les phases d'escalade, escalade, clash des escalades, le contexte avec les dynamiques, le nombre d'acteurs, la nature du conflit, etc. Et moi, la grande question qui se pose, c'est qu'au niveau de la maturité pour une négociation de paix, parce que là, on a parlé de l'échange de prisonniers entre les deux parties dans la guerre sur l'Ukraine. Là, l'intention, c'était pas de créer la paix, c'était un besoin opérationnel des deux parties, d'un commun intérêt, donc faisons-le. Mais à quel moment les parties entrent dans une vraie négociation qui vise à rétablir la confiance, qui vise la paix et le cessez des hostilités? Est-ce qu'il faut suffisamment de souffrance des deux côtés ou est-ce qu'il faut une opportunité de bénéfice? C'est quoi, selon ton expérience? Ouais, il y a pas mal de scénarios possibles parce que, par exemple, tu parles de l'échange de prisonniers. L'échange de prisonniers, typiquement, ou bien des blessés encore, ça, normalement est utilisé dans la construction de confiance. Mhm. Ça veut dire que quand il y a un clash, il n'y a plus de confiance. On rentre dans la guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Maintenant, comment on va rétablir ça? Alors maintenant, dans l'échange des prisonniers ou ouvrir un corridor humanitaire ou bien des choses comme ça, c'est des mesures de reconstruction de la confiance. Maintenant, est-ce qu'elles aboutissent à une négociation pour la paix? C'est une grande question. Parfois, oui, elle est utilisée pour ça et on arrive à continuer. Parfois, elle est interrompue. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir maintenant entre les Russes et les Ukrainiens, pour prendre l'exemple actuel, ou bien même avec les Israéliens et les Palestiniens à Gaza, est-ce que ces échanges de prisonniers, est-ce que ça va amener à une paix ou à une négociation? On ne le sait pas. En Israël, Netanyahou dit non, nous, on fait une pause, on prend les prisonniers, mais après, on a le droit de reprendre la guerre. Ben, Mm, ça veut dire que ça ne va pas aboutir à une paix, au moins du point de vue de ces déclarations. Chez les Russes, on ne sait pas, c'est des choses dans le niveau de, personnellement, comme les informations que j'ai, c'est au niveau plutôt de services de renseignement et la pression de certains intermédiaires pour pouvoir prendre leur place. Maintenant, dans ce conflit-là russe, il y a aussi le problème de la compétition des intermédiaires. On a plusieurs intermédiaires et ils essaient d'avoir une certaine compétition qui veut avoir quoi? N'oublie, n'oublie pas, par exemple, quand les Turcs ont eu le succès de faire cet accord sur l'export des denrées alimentaires, ben, ils ont automatiquement utilisé ça
pour se positionner quelque part politiquement sur la scène internationale. La Turquie, voilà, elle a fait, etc. Ce qui est totalement légitime, il n'y a rien de faux. Mais ça veut dire que aussi il y a d'autres personnes ou d'autres pays qui ont aussi le même intérêt d'avoir certains avantages. C'est pour ça que je pense que ces étapes-là, elles peuvent mener à une négociation sur la paix, comme elles peuvent être juste des petites opérations locales pour des raisons très spécifiques, ainsi de suite. Les deux scénarios sont possibles selon la volonté des belligérants. Mm. Dans le cadre en général, quand le coût commence à devenir haut, Voilà. dans ce moment, on commence à réfléchir sérieusement à avoir la paix. Est-ce que c'est une paix durable ou non, c'est une autre question. Mm. Mais en principe, on essaie soit que ce soit le coût le coût politique, le coût humain, le coût matériel, le coût politique. Quand ça commence à devenir trop haut ou trop risqué, on commence à chercher une solution. Mm. Euh, je pense que ça, c'était les éléments les plus importants Mm. qui parce qu'il n'y a personne qui va, sauf s'il y a quelqu'un qui va rendre et dire, OK, on a perdu la guerre et voilà, on arrête. Mm. Dans ce cas-là. L'autre chose qui peut motiver une direction vers la paix, c'est la pression des intermédiaires, si elle arrive à être assez forte. On a l'exemple actuellement de Gaza et Israël. La pression américaine est plus forte parce que maintenant on est dans 2 mois, il y a les élections aux Ouais. États-Unis. Alors le président Biden n'a plus la force d'implémenter quelque chose. Ça va prendre, même s'il a la volonté de faire quelque chose, il n'a plus le temps de l'implémenter. Et Donc c'est si, ça qui peut faire basculer, en fait, à votre avis, à un moment donné, les choses. La oui, guerre. mais je veux dire, il n'a plus le temps, il n'a plus il ne peut plus convaincre les autres. Il ne peut pas leur dire, si vous faites, je vais arrêter par exemple, la livraison des armes. Ben, dans C'est deux pas mois, tu possible. n'es plus là pour faire ça. C'est ce OK? qu'ils appellent Par un exemple. un lame duck, Exactement. les Alors, derniers mois du président. c'est pour ça, la puissance qu'il a pour influencer, elle est limitée. Mm. Là, c'est pour ça que aussi je dis, les intermédiaires, ils ont la possibilité, même si les belligérants sont encore dans leur force, disons, de continuer à combattre ou à maintenir le conflit, les intermédiaires parfois peuvent aussi jouer un rôle pour Mm. limiter ou diriger ces gens-là vers une certaine paix. Ce Mm. n'est pas toujours donné. Et d'où l'importance avec tout ce que tu nous as exposé, Khaldoun. Merci beaucoup. Euh, Toutes ces dynamiques qui changent, les escalade, ça désescalade. D'où l'importance, à mon avis, de, comme on dit en anglais, keep the process going. Donc, il faut continuer, quoi qu'il arrive. Il faut surtout avoir la force et la volonté de continuer, même si ça va mal parfois. Et j'avais une dernière question simple pour les auditeurs qui ont été attentifs. Khaldoun, tu parlais à un certain moment de salami, tactique salami, qui est bien connue en politique suisse, mais peut-être il y a des auditeurs qui ne connaissent pas. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, ben ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir tout, on essaie de couper la saucisse en tranches, hein. En petites Alors, tranches, petits bouts. au lieu d'avoir toute la saucisse une seule fois, on essaie de couper en pièces ou en tranches, et comme ça de gagner ça pas à pas jusqu'on arrive à avoir la plus grande partie de ces saucisses. Alors ça, c'est salami, alors c'est la saucisse là, et alors slicing, alors c'est coupé en tranches. Alors ça, c'est une tactique qui est utilisée et qui est très utilisée, même en business, même Mhm. en relations internationales, dans les conflits, dans beaucoup de cas, c'est le cas. On Même essaie les enfants à la maison. Exactement. exactement ça aussi, mais on utilise. Parfois, il y a une autre tactique qui est utilisée, c'est-à-dire maintenant, si on prend la salami tactique, c'est le vertical, il y a aussi l'horizontal, ça veut dire différencier, sortir la viande de la graisse, de la peau, de je Séparé. sais pas C'est quoi. ça. Oui, Séparé. essayer d'avoir une solution pour ça, solution pour ça, solution pour ça. Alors, c'est vertical et c'est horizontal.
Super, merci beaucoup, Khaldoun. Évidemment, un négociateur, c'est complexe, mais c'est aussi quelqu'un qui doit garder l'espoir, en fait. Tout à fait, tout à Hein, fait, ça tout à repose fait. sur ses épaules. Et c'est très intéressant, très motivant aussi. Merci beaucoup, Khaldoun. Et puis juste, dis-nous, toi, tu enseignes à Zurich à la haute école spécialisée. On peut faire chez toi, je crois, des cours ou des Tout à fait, simulations. on fait des cours aussi. Moi, je fais aussi du point de vue privé. Je fais aussi avec du coaching parce que je suis aussi coach diplômé en business. Alors aussi, c'est Mhm. aussi pour accompagner ça et dans le multiculturel. J'ai vu aussi que vous formez à la négociation internationale, c'est ça? Tout Il y à a fait, oui. un cursus, pardon, de formation et on peut devenir après négociateur Ouais, international. bon, nous, on l'a à l'université, on l'a dans le cadre d'un diplôme, c'est-à-dire le diplôme de manager. Mais aussi, on le fait avec moi, j'ai des simulations spécifiques, des role-play, comme on appelle, et ainsi de Mm. suite, où les gens rentrent dans un jeu complet. Et ce jeu-là peut prendre jusqu'à une semaine complète. Ah, Ouais, c'est Mais intéressant. ça c'est des formations spécifiques qui ne sont pas C'est comme ça qu'on dans un apprend. cursus avec diplôme. Merci super. beaucoup, Khalid. Voilà. C'était passionnant. Ben, merci à vous. J'espère à tout le monde de pouvoir bien communiquer dans leurs négociations pour arriver à un résultat tangible. Merci beaucoup. Noté. À Merci à bientôt. vous. Bye Bonne bye, journée. Khaldoun. À bientôt. Merci. Bye bye.